Claude Janin, je suis chercheur associé à l'UMR-PACT, Institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble. Et donc, je travaille plus particulièrement sur les questions de développement territorial et notamment autour de ces questions-là, eh bien, comment on peut activer des ressources territoriales ou dans un territoire. Et ce que je vais vous proposer, c'est effectivement, reprenant un petit peu les enseignements que l'on peut retirer des expériences d'un certain nombre de production agricole, eh bien, quelles clés de lecture on peut se donner ou proposer de se donner par rapport à l'analyse justement des dynamiques pour créer de la ressource ou pour l'activer. Alors, d'abord, peut-être pour planter un petit peu le décor, par rapport au bois local, mais notamment par rapport au territoire, eh bien, quelques petites précisions. C'est qu'on va parler de deux entrées complémentaires du territoire, que ce soit le territoire donné comme espace défini, délimité par des institutions politiques, ce sont les communes, les intercommunalités, les parcs, etc. Et puis la dimension plus construite du territoire qui, elle, est le résultat de processus collectifs, socioculturels, qui peuvent être le fait de tout collectif d'acteurs ou de tout réseau de collectifs d'acteurs d'un territoire, qui soit associatif, filière économique ou collectivité, et qui est plutôt le fruit dans un espace géographique. Alors on se rapproche un petit peu de la notion de terroir. C'est dans un espace géographique, eh bien, comment une communauté humaine eh bien, construit des savoir-faire, des traits culturels distinctifs qui font qu'ils vont être différents et qui vont être reconnus comme différents. Et on va tourner un petit peu autour de ces questions-là quand il va s'agir de définir eh bien justement ce qu'on peut entendre par territorialisation ou bois local ou bois territorial. Alors peut-être quelques grandes définitions pour tout d'abord pour peut-être clarifier un peu les choses. Alors ça, c'est des propositions de définition qui permettent un petit peu de distinguer différents types de démarches. Le local, eh bien, ça peut être simplement une histoire de filière, c'est-à-dire de relocaliser les approvisionnements et les lieux de valorisation. C'est ce qu'on a eu un petit peu aujourd'hui, enfin dans pas mal d'expériences, c'est un petit peu justement comment on construit avec du bois produit localement, transformé localement. Pour les produits agricoles, eh bien c'est pareil. Aujourd'hui, dans la relocalisation, on l'a vu beaucoup avec la crise sanitaire, eh bien c'est comment s'approvisionner localement, quelles que soient les qualités de produits qui sont mis sur le marché et quelles que soient les filières qui les mettent sur le marché. Après le marketing, eh bien il y a un effort un peu plus important qui est de définir une stratégie commerciale par rapport à une demande. Là, on reste dans l'économie de marché classique et dans le marché concurrentiel. Quand on commence à arriver dans une notion un peu plus spécifique, eh bien, on va le voir, on commence à activer d'autres dimensions territoriales qui sont celles justement de critères de qualité qui font qu'un produit, un territoire va être reconnaissable, qui va être reconnu et par ses qualités spécifiques qui ne sont nulle part ailleurs. C'est une manière aussi de se démarquer et donc de garantir ses spécificités par des cahiers des charges. Et puis enfin, le territorial, c'est une dimension encore plus importante, qui est un ancrage qu'on pourrait considérer comme un peu plus complet ou dense, puisqu'il fait appel non seulement aux dimensions économiques du territoire, mais aussi aux dimensions sociales, culturelles, environnementales. Alors, je vous propose un petit peu de décliner tout cela à partir de quelques analyses. Ah, alors là, je vois que j'ai un tableau. Ah, d'accord, voilà. Il est animé. Donc, en fait, pour essayer de distinguer justement les différents types de démarches, eh bien, on peut déjà analyser, enfin, déjà que même une démarche de ressources locales ou territoriales s'inscrit dans un regard comme tout type de produit, comme toute démarche économique, dans une relation entre offre et demande. Donc, si on regarde déjà quelle est la logique de différenciation de l'offre, eh bien, on va de produits qui sont génériques. Alors, par exemple, le lait UHT, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, c'est un produit standardisé qui répond à des process de production classiques, standards, et qu'on va retrouver un petit peu partout. Ensuite, il y a des démarches un peu plus avancées de spécificité de production, où là, eh bien, ça peut être les labels, label rouge par exemple, ils n'ont pas de relation à un territoire particulier,
Par contre, ils sont en lien avec des critères de production, des critères de milieu dans lesquels les productions se font, qui sont définis avec justement des critères de qualité qui sont définis également, et où là on peut retrouver par exemple eh bien, le label bio, le label rouge que je citais, ou un certain nombre de marques qui peuvent être mises dans cette catégorie. Ensuite, si on, au-delà de la spécificité de production, on approfondit les choses avec une spécificité d'origine, et bien là, ça veut dire qu'on attache les savoir-faire, les dimensions, je dirais, des multidimensions du produit, et bien on les attache à des réalités du territoire ou à des contraintes territoriales ou à des atouts du territoire ou à des caractéristiques du territoire. Et c'est ce qui nous amène aux spécificités d'origine et de production. Donc là, j'ai cité par exemple l'AOP Noix de Grenoble, hein, qui a une origine bien définie. On sait dans quelle région elle se trouve. C'est la vallée du Grésivaudan pour l'essentiel. Mais il n'y a pas un travail, je dirais que c'est dans une relation de distinction, de démarcation plutôt économique. Et puis on a enfin les spécificités territoriales qui, elles, amènent à mobiliser d'autres dimensions encore du territoire, qu'elles soient culturelles, environnementales. Donc il va plus loin dans l'analyse du lien et dans l'approfondissement des liens, la densification des liens entre le produit et le territoire, et où là va le temps long, les savoir-faire, les aspects culturels aussi autour des races, vont prendre une dimension importante et vont être un ancrage supplémentaire dans le territoire. Et donc là, eh bien, on retrouve un certain nombre d'AOP bien connus, hein, comme le Beaufort, comme le Reblochon, par exemple, qui sont des AOP fromagères, ou l'exemple que l'on verra tout à l'heure, l'exemple de la châtaigne des Monts d'Ardèche. Et puis ensuite, eh bien, en face de si on veut continuer à avoir des clés de lecture, eh bien, on a finalement quelle est la demande, comment s'exprime la demande, et ce lien avec la demande, c'est-à-dire la mise en marché, comment se fait-elle? Eh bien, elle peut se faire aussi d'une manière relativement générique, c'est-à-dire sur le marché concurrentiel. C'est la première case que l'on a en haut ici. Ça peut être par l'organisation de circuits courts, eh bien, une valorisation de la demande de proximité, c'est-à-dire où les gens sont intéressés à acheter au plus près, parce que c'est le territoire, parce que c'est local, parce que ça évite des déplacements, des transports. Et donc derrière, il peut y avoir des motivations environnementales ou des motivations de proximité sociales ou d'idées entre consommateurs et producteurs et transformateurs. Et puis enfin, il peut y avoir une demande de liens territoriaux plus forts qui vont aller autour du côté culturel, autour de fêtes, par exemple, organisées autour de la ressource, et qui font que les gens, eh bien, petit à petit, construisent collectivement entre producteurs et consommateurs et transformateurs, eh bien, un lien multidimensionnel qui fait appel à des valeurs certes économiques, mais aussi sociales, culturelles ou environnementales. Donc, ce qu'on appelle les ressources territoriales que Jonathan évoquait tout à l'heure, eh bien, disons, on les retrouverait plutôt dans la définition classique, on les retrouverait plutôt lorsqu'effectivement on est dans une situation de spécificité territoriale de l'offre et d'une demande de liens territoriaux forts de la part de la demande. Mais effectivement, ce n'est pas forcément un but en soi. Et la question et le but d'un tableau comme celui-ci, c'est d'aider à poser un petit peu les termes des questions et des débats lorsque l'on veut mettre en place une valorisation locale d'une ressource. Alors la question, c'est comment? Alors, y a notamment un certain nombre de questions qui sont à se poser. C'est quelle fonction? Alors, je pense que c'est pas mal ressorti dans les questions ce matin et tout à l'heure dans les présentations. C'est quelles sont les fonctions attendues ou sur lesquelles on va insister ou qui font valeur entre ceux qui veulent mettre en place une démarche de valorisation locale d'une production, qu'elle soit agricole ou forestière, hein, parce que on va voir qu'effectivement, cela peut se poser dans les mêmes termes pour la forêt. Eh bien, c'est la fonction de production, fonction qui est classique, fonction environnementale. On n'a pas de biodiversité. Il y a, par rapport au changement climatique, il y a aussi la capacité de capter le carbone. La fonction paysagère, fonction de tissu économique, parce que souvent en milieu rural, eh bien, c'est une des activités structurantes du territoire. Et puis la fonction culturelle, alors on l'a évoqué, autour des savoirs, des savoir-faire, de l'histoire qu'il peut y avoir ou du patrimoine actuel qu'il y a autour de ces démarches et par exemple les réseaux patrimoine vivant que l'on retrouve pas que dans l'agriculture, mais aussi dans
dans l'industrie et l'artisanat, eh bien, peuvent être des réseaux intéressants. Quelles sont les attentes en général? Elles ont été évoquées aujourd'hui. La première, c'est une valeur ajoutée, c'est-à-dire vendre, échapper un petit peu, entre guillemets, au marché concurrentiel et où la concurrence se fait essentiellement par le prix, pour justement essayer d'obtenir un consentement à payer de la part des consommateurs qui, derrière le produit, vont acheter aussi ce qu'il représente. Et ce qui amène donc à une reconnaissance par et pour le territoire de la qualité d'un produit et un attachement au lieu, c'est-à-dire que la ressource devient aussi quelque part un signe de qualité du territoire dans son ensemble. Alors ici, c'est juste pour signaler, quand j'évoquais les différents types, ça on pourrait y revenir, ou ça sera, on pourrait revenir le voir, hein, ça c'est un travail qui a été fait dans un projet de recherche Rester, un autre Ingéter, projet de PSDR pour et sur le développement régional, et qui avait été fait en partenariat avec Cap Rural, et bien où effectivement on voit que c'est une démarche classique de développement, hein, qui est d'essayer d'ancrer une production dans un territoire, et qui se retrouve derrière la question de la dynamique, créer une dynamique locale, et où je dirais, ce que montre un petit peu, je dirais, cette évolution, hein, qui va de la révélation, c'est-à-dire des acteurs qui disent, là, on va essayer d'initier une démarche, à l'élargissement, intéresser le maximum d'acteurs à cette démarche, et les phases de développement, eh bien, la valeur marchande et la démarcation par rapport au marché concurrentiel commence à se faire à partir du moment où il y a un développement qui se met en place. Et il y a nécessité, ça c'est en tout cas les enseignements des démarches que l'on connaît, d'une ingénierie d'accompagnement, hein, qui va de l'ingénierie facilitatrice au début, dans l'émergence de projets, à une ingénierie coordinatrice pour faire travailler les acteurs ensemble, et enfin de régulation et de coordination autour de l'établissement de règles pour produire, pour consommer, pour mettre sur le marché. Et puis enfin, avant de passer un exemple, eh bien voilà quelques signes, enfin quelques ingrédients qui peuvent être identifiés comme pouvant contribuer à un enracinement plus ou moins fort ou un ancrage plus ou moins fort d'un produit dans un territoire. Donc il y a les ingrédients les plus classiques, hein, qui sont plus de domaine économique, hein, que sont ceux qui sont en jaune, c'est-à-dire autour des réseaux d'artisanat, d'industrie, comment ils s'organisent, comment il y a une coordination qui se fait sur l'ensemble de la filière. Donc pour la forêt, on peut se poser la question, et pour le bois, justement, ça a été évoqué aujourd'hui, hein, entre les planteurs, les forestiers qui gèrent la forêt, et tout le traitement, la scierie, la transformation du bois, son utilisation par la suite. Et puis également, eh bien, est-ce qu'il y a des produits élaborés qui sont aussi spécifiques pour le territoire ou pas? Et quelle est l'organisation de ces produits élaborés, ainsi que la plus ou moins grande capacité en circuit court. Ensuite, il y a les pratiques, et le lien des pratiques forestières ou pratiques de transformation, étroitement lié la plupart du temps aux dimensions aussi de paysage, de biodiversité, ou d'attributs culturels autour des savoir-faire, type d'essence. Alors justement, l'exemple du hêtre était intéressant à ce titre-là, et puis on le voit, les différentes AOC qui existent aujourd'hui autour du bois sont liées à des essences particulières, ou des démarches liées au paysage. Alors par exemple, moi j'ai en tête un exemple dans le Morvan, par exemple, ou avec le parc du Morvan, il y a un travail actuellement de voir comment associer la taille des haies à tiges hautes, les haies de haute tige, ou le nettoyage des lisières, le maintien des lisières, avec du hachage pour justement permettre après de le mettre en lien avec la filière bois-énergie. Parce qu'on est dans une situation de risque de fermeture de paysage. Et puis enfin, il y a le côté aussi patrimoine, fête locale. Alors là, je dirais, c'est la dimension culturelle que l'on a vue qui contribue et qui, quelque sorte, peut être un aboutissement à l'évolution je dirais, vers un ancrage encore plus fort, hein. Et par exemple, fête locale, eh bien, le bleu du Vercors, il y a la fête du bleu tous les ans. Et on va voir l'exemple pour la châtaigne. Alors voilà, maintenant, si on essaye de regarder un petit peu, eh bien, quels ont l'exemple de la châtaigne des Monts d'Ardèche. Premier élément, c'est que c'est une histoire longue. Ça, c'est vrai pour tout type de relocalisation. C'est-à-dire que ça, vous devez en avoir l'expérience. Tout collectif ou tout groupe qui essaye de réfléchir à l'ancrage de sa production ou de sa ressource, eh bien, à un moment donné, remonte l'histoire pour voir quelle a été cette évolution.
Et pour la châtaigne des Monts d'Ardèche, eh bien, on voit que les différents types de valeurs, hein, la valeur marchande, qui est ici en vert continu, la valeur nourricière, la patate du pauvre pendant les deux conflits, par exemple, parce que c'était le seul produit qui pouvait être récolté sans trop de coûts. Eh bien, c'était un petit peu le produit de compensation qui remplaçait les céréales ou les pommes de terre dans l'alimentation. Et puis la valeur industrielle, hein, qui se retrouve ici, eh bien, la ressource territoriale, on se retrouvait dans les années 80 avec l'ensemble des valeurs qui avaient baissé, qui n'étaient plus reconnues. Et le coup de génie, en quelque sorte, des acteurs locaux, c'est de dire, on va en faire une valeur culturelle représentative du territoire des Monts d'Ardèche. Donc voilà un petit peu ce qui veut dire, là je vais passer, parce que je les ai vus les premières étapes, hein, on voit que c'est une histoire qui remonte au XVIe siècle, au moins. Mais donc il y a eu dans les années 90-99 la construction concomitante du parc des Monts d'Ardèche et de l'organisation des acteurs de la filière, avec notamment dans une interprofession. Donc rencontre entre ce que je disais tout à l'heure, hein, un territoire construit par les acteurs et un territoire institué. Et puis ensuite, eh bien aujourd'hui, l'ensemble de ces réseaux et de ces acteurs constitués, eh bien, qui se sont coordonnés, qui se sont organisés, eh bien, peuvent faire vivre la ressource, sachant, comme je le disais tout à l'heure après l'intervention de Jonathan, que c'est une ressource à renouveler en permanence, parce qu'il y a toujours des tensions centrifuges pour l'écarteler parfois entre des intérêts divergents. Voilà, donc si on refait l'histoire, hein, la châtaigne, c'est 500 ramasseurs au départ, 5000 tonnes, deux coopératives. C'est une dimension relativement modeste. La dimension culturelle a été activée par justement les fêtes, les foires de village, et notamment, on va le voir, les castagnades. Et puis, où c'était dans ces fêtes de village, bien, la rencontre entre les artistes, mais aussi ceux qui venaient vendre et mettre sur le marché les consommateurs de châtaignes. Ensuite, l'association de toutes les filières tournant autour de la châtaigne, avec le travail autour des restaurateurs, des transformateurs de produits à base de châtaigne, et puis l'organisation de rendez-vous terroirs, où justement l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'activation de cette ressource eh bien, se retrouvent et organisent pour arriver à des offres touristiques étendues à l'ensemble des ressources du territoire. Voilà, donc c'est pour justement insister sur cet aspect que si on essaye de faire ressortir quels sont les ingrédients majeurs qui ressortent, eh bien c'est la diversité des acteurs, c'est-à-dire que ancré localement, mais ça je pense que vous le vivez tous dans vos expériences, et je pense que cette remarque est tout à fait adaptée au bois et à la forêt, eh bien c'est que la diversité d'acteurs, pour croiser les regards, pour croiser des centres d'intérêt, valeurs différentes attribuées à la ressource, dans le cas présent au bois, eh bien, sont importantes parce que ce ne sont pas des acteurs isolés dans leur coin. Une filière toute seule peut difficilement organiser l'ancrage territorial. Et par exemple, dans le cas du bleu du Vercors, les producteurs de bleu n'ont vraiment pris conscience de la valeur de leurs ressources que quand les acteurs du tourisme leur ont dit s'il y a moyen d'organiser aussi d'autres activités et votre ressource a une valeur spécifique par rapport au territoire et où des sentiers de randonnée sont organisés autour de cette ressource. Ensuite, des démarches collaboratives pour qualifier et valoriser le produit, parce qu'effectivement, il faut mettre en place un certain nombre de choses. On a évoqué aujourd'hui les chartes forestières. Ça, dans le cas présent des AOP, c'est par exemple des cahiers des charges de production ou dans les marques. Et puis enfin, surtout, une organisation de la valorisation, avec l'organisation en structure, réseau et une coordination qui peut être le fait de l'interprofession, dans certains cas, mais qui peut être aussi le fait de collectivités ou de réseaux d'acteurs qui se constituent. Mais souvent, les collectivités jouent ce rôle final, en quelque sorte, d'ancrage dans un territoire défini. Voilà, et puis si toutes les démarches volontaires ne suffisent pas, il vous reste la contrainte, mais ça, ce n'est pas conseillé. En tout cas, merci de votre attention.